Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous ouvrons aujourd'hui notre dossier santé et nous allons parler du cancer du sein. Je suis en compagnie du docteur Elisabeth Chéreau. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Donc docteur Chéreau, vous êtes chirurgien, gynécologue, vous êtes ancien chef de clinique de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie donc à Paris. Vous êtes également ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien assistant des hôpitaux de Paris et ancien praticien. Alors je l'ai dit à l'envers, parce qu'il fallait commencer par praticien hospitalier, chirurgien des sangs. Vous avez travaillé à l'Institut Paoli-Calmette, puis ancien assistant des hôpitaux de Paris et ancien interne des hôpitaux de Paris. Donc depuis 2016, vous êtes installé en libéral au sein de l'Institut de chirurgie de la femme. Vous consultez, vous opérez à l'hôpital Saint-Joseph, à la clinique Beauregard. Vous faites donc de la chirurgie gynécologique, oncologique et mammaire, ainsi que de la chirurgie bénigne. Donc, vous travaillez à l'Institut de chirurgie de la femme. Nous allons parler, docteur Chéreau, si vous le voulez bien, de ce cancer du sein, car on sait que chaque année en France, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein, ce qui correspond à plus de 58 000 nouvelles personnes diagnostiquées. Donc, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et représente plus d'un tiers des cancers féminins. Et plus rarement, il peut aussi toucher les hommes. 1% des diagnostics sont faits chez les hommes. Ma première question, docteur Chéreau, c'est qu'est-ce que le cancer du sein? Alors, on dit souvent qu'il y a plusieurs cancers, mais quand parle-t-on de cancer du sein? Alors, d'abord, on parle de cancer du sein quand il y a des cellules tumorales dans le sein. Donc, des cellules tumorales, c'est des cellules cancéreuses. Il peut y avoir finalement deux grands types de cancer du sein. Il y a ce qu'on appelle le carcinome in situ, qui va être des cellules tumorales qui vont être au niveau des canaux du sein, qui vont jusqu'au mamelon. Donc, ces cellules tumorales sont comme emprisonnées dans les canaux du sein. Donc, souvent, on parle de pré-cancer à ce moment-là, mais c'est quand même déjà des cellules cancéreuses, mais qui sont piégées dans les canaux du sein. Et le deuxième cancer du sein, entre guillemets, mais qui finalement va être le vrai cancer du sein, c'est ce qu'on appelle le carcinome infiltrant. Infiltrant, pourquoi? Parce que les cellules tumorales, finalement, sont passées au-delà des canaux et vont aller se propager au niveau du sein. Donc, si on veut parler de cancer du sein, ces deux entités sont des cancers du sein, puisque les deux vont nécessiter des traitements qui ne sont pas que de la chirurgie. Mais le cancer du sein standard, je dirais, c'est ce qu'on appelle le carcinome infiltrant. Et après, au sein de ce cancer du sein, il y a plusieurs types de cancers, selon les caractéristiques. Donc, on peut avoir des cancers qui expriment par exemple les récepteurs hormonaux, qu'on va appeler des cancers hormonodépendants, et puis des cancers qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux. Et puis aujourd'hui, on teste aussi d'autres types de marqueurs, ce qu'on appelle de l'immunohistochimie. Donc, on va tester sur les lames quand on fait les biopsies et puis quand on opère, donc les récepteurs hormonaux et puis d'autres protéines, comme par exemple la protéine HER2, pour pouvoir après adapter et la prise en charge chirurgicale et les traitements. Alors, on sait que les seins jouent un rôle important dans la féminité et dans l'image de la femme. Cela fait partie de son corps et de sa féminité. Et la fonction biologique du sein, en fait, est de reproduire du lait afin de nourrir un nouveau-né. Alors, je vous parle de ça parce qu'on appelle ça la glande mammaire. Et les femmes sont très attachées, on va dire, à leur poitrine. Est-ce que ces glandes mammaires, lorsqu'elles se développent, sont susceptibles, dès le début, de faire un cancer du sein? Alors, en fait, non. C'est-à-dire que souvent, les cancers du sein, finalement, ça va être des anomalies. Donc, chaque cellule, quand elle se divise, il y a des anomalies au niveau des gènes. Il y a des mutations qui se font. La plupart du temps, le corps, en fait, il va corriger tout seul ces mutations. C'est-à-dire qu'il y a une mutation, la cellule qui apparaît, la deuxième cellule, et finalement, elle a des anomalies, elle va être détruite par le corps. Ça, c'est les protéines de la réparation qu'on a tous. Et en fait, le cancer survient quand finalement le corps est débordé. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop de cellules avec des mutations qui vont se produire, et puis le corps n'arrive plus à les éliminer, et donc c'est là où le cancer survient. Donc c'est quand même une sorte de vieillissement, entre guillemets, naturel des tissus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir des cancers du sein chez des femmes jeunes. Souvent, c'est des contextes familiaux, avec par exemple des mutations génétiques, mais des cancers du sein chez des très jeunes, je dirais, en dessous de 25 ans, c'est quand même exceptionnel. Sauf, vraiment, il y a certains cas de prédisposition génétique qui peuvent donner des cancers, mais d'ailleurs pas que du sein, chez les très jeunes. Alors, on va parler de la découverte finalement de ces tumeurs. Ça passe, je suppose, par une mammographie et une échographie. Donc les radiologues sont en mesure de poser un premier diagnostic. Quand vous récupérez les patientes, comment ça se passe ?
Alors, le plus souvent, effectivement, c'est une anomalie échographique ou mammographique parce que l'essentiel des patientes, finalement, l'âge moyen de découverte du cancer du sein, c'est autour de 63 ans, il me semble. Donc, finalement, c'est souvent des patientes qui rentrent dans le cadre du dépistage, mais on en reparlera, il me semble, tout à l'heure. Donc, souvent à la mammographie et à l'échographie, et où d'ailleurs, il y a une anomalie qui est décrite. Donc, les radiologues ont une classification qui s'appelle la classification ACR, où ils peuvent déterminer, en fait, comment est la mammographie. ACR1, ACR2, c'est une mammographie qui est normale. ACR3, c'est qu'il y a quelque chose qui est apparu ou que c'est une première mammographie et qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Souvent, ACR3, ça nécessite un recontrôle à 4 mois, puis à nouveau à 4 mois pour reclasser si l'anomalie n'évolue pas. Et puis ACR4 ou ACR5, ACR4, c'est qu'il y a une forte suspicion de maladie cancéreuse et ACR5, c'est quasiment certain que ce soit du cancer. Il y a 97% de cancers chez les patientes qui ont une mammographie ACR5. Donc dans ce cas-là, le radiologue identifie une anomalie, il va expliquer à la patiente qu'il y a quelque chose, et le plus souvent, parce qu'on a des radiologues qui sont maintenant très bien formés, qui font beaucoup d'imagerie de la femme, donc ils ont bien l'habitude, ils prévoient le rendez-vous pour soit une micro, soit une macrobiopsie. Donc pour vous expliquer un petit peu, quand il y a une masse, on fait ce qu'on appelle une microbiopsie, c'est-à-dire qu'on fait une biopsie avec une petite aiguille qu'on peut faire sous échographie, parce qu'une masse ou une boule, ça se voit à l'échographie. Quand il n'y a pas de masse ou pas de boule, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas se voir à l'échographie, souvent on fait ce qu'on appelle une macrobiopsie. La macrobiopsie, en fait, ça se fait sous mammographie. C'est par exemple pour des microcalcifications, donc ce n'est pas le même type d'anomalie. Donc le radiologue, lui, va prévoir ses examens et le plus souvent, ce que le radiologue fait, c'est qu'il prévoit un rendez-vous, soit avec le médecin traitant, soit il adresse la patiente à un chirurgien avec les résultats. Donc une dizaine de jours après la biopsie, il est prévu que la patiente voit soit son médecin traitant, soit au mieux quand même un chirurgien ou son gynécologue avec les résultats de la biopsie pour la suite de la prise en charge. Et surtout pour l'information de ces résultats. Parce que c'est bien d'avoir les résultats, mais il faut que quelqu'un puisse vous expliquer, comme vous avez ça, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il existe un grand panel de cancers du sein. Vous connaissez, je suppose, les traitements de chaque cancer, ou peut-être pas tous. Comment vous prenez en charge alors, je suppose que vous attendez les résultats de la biopsie. Et quelle est la suite de la prise en charge Alors, je dirais que la première étape de la prise en charge, ça va être quand même de bien vérifier le dossier d'imagerie. Parce que parfois, si vous voulez, vous avez une anomalie donc ACR5 qui va être biopsiée, c'est un cancer, et puis à côté, vous avez une anomalie ACR3 ou des microcalcifications qui pourraient être surveillées. Mais si vous avez un cancer, il va falloir quand même les biopsier, parce que la prise en charge ne va pas être la même. On ne surveille pas une image dans un sein qu'on a prévu d'opérer ou de faire de radiothérapie. Ensuite, en fonction des résultats, on décide de la prise en charge. Rapidement, le carcinome in situ dont on a parlé tout à l'heure, ça se traite par chirurgie, puis par radiothérapie, en cas de traitement conservateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on conserve le sein, ce qui est l'essentiel des situations pour le cancer du sein, on fait de la radiothérapie derrière. En fait, ça permet de stériliser le sein et de diminuer le risque de récidive locale. Donc ça, le carcinome in situ, c'est assez, standard, de la chirurgie et éventuellement de la radiothérapie s'il n'y a pas eu de mastectomie. Quand on a ce qu'on appelle un carcinome infiltrant, il va falloir regarder plusieurs paramètres. D'abord la taille. Si la tumeur fait plus de 2 ou 3 cm, ça ne va pas forcément être la même prise en charge. Ensuite, s'il y a des ganglions pas malades, ça doit être décrit sur l'échographie et la mammographie. Éventuellement, il y a eu des ponctions des ganglions qui ont été faites avant. Et les caractéristiques, je vous en parlais tout à l'heure, immunohistochimiques. C'est-à-dire, est-ce que ça exprime les récepteurs hormonaux, oui ou non? Est-ce que ça exprime la protéine HER2, oui ou non? Pour les cancers du sein les plus classiques, dans 80% des cas, c'est des cancers du sein qui sont hormonodépendants. Je dirais que la première arme, c'est souvent la chirurgie, sauf sur des lésions qui sont très étendues ou avec des ganglions malades. On va commencer par de la chirurgie, après, le plus souvent, de la radiothérapie, et après, un traitement anti-hormonal, donc les anti-hormones qu'on va donner pour une durée de 5 ans. Ça, je dirais que c'est le classique quand il n'y a pas de ganglions malades et quand la tumeur est de taille modérée. Ensuite, dès qu'on a une tumeur qui va être de taille plus importante ou des ganglions malades, ou des tumeurs qui ont des profils particuliers, par exemple les tumeurs triple négatives ou des tumeurs, donc triple négatives pour préciser, c'est quand il n'y a pas de récepteurs hormonaux et quand la protéine HER2 n'est pas exprimée, ou quand il y a des tumeurs qui expriment la protéine HER2. Dans ce cas-là, on se pose la question éventuellement de ce qu'on appelle une chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire qu'on va commencer éventuellement par une chimiothérapie. Pourquoi ? Pour traiter des grosses tumeurs ou pour traiter des ganglions malades, si vous voulez. Ça permet de traiter tout le corps au départ et pas que le sein, parce que c'est des maladies qui sont à fort risque d'avoir éventuellement des cellules tumorales qui sont passées ailleurs. Et dans ce cas-là, la chimiothérapie peut se faire en premier, puis de la chirurgie, puis de la radiothérapie, et éventuellement des thérapies ciblées, après adaptées au profil immunohistochimique. Quelles sont les réponses de ces chimiothérapies à ces cancers ? Alors, la chimiothérapie sur les tumeurs, alors je ferai deux choses différentes. Sur les tumeurs avec des récepteurs hormonaux positifs,
on ne sait pas toujours quel est le bénéfice de la chimiothérapie. Aujourd'hui, on a des armes quand même en plus, notamment les tests qu'on peut faire sur les gènes de la tumeur. Chez les patientes ménopausées, par exemple, ça s'appelle le test EndoPredict, qui va nous permettre de dire, en fait, on va regarder en fonction des gènes de la tumeur et puis des bases de données qui sont colossales, de voir quel est le bénéfice pour cette patiente en particulier avec sa tumeur et ses gènes, de quel est le bénéfice de la chimiothérapie. Et en fonction de ça, on décide. Donc il y a des situations où on se dit, tiens, il y a 10 ans, on aurait fait de la chimiothérapie, une tumeur un peu grosse, ou voilà. Et aujourd'hui, grâce à ces signatures de gènes, ça nous permet de dire, cette patiente, le bénéfice de la chimiothérapie va être de 1%. En fait, ça ne sert à rien de lui faire de la chimiothérapie. En revanche, cette patiente, avec sa signature, le bénéfice, il est de 10, 15, 20%. Et dans ce cas-là, il va falloir lui faire. Donc, pour les tumeurs hormonosensibles, je dirais que la question, elle est vraiment un peu au cas par cas. Pour les tumeurs qui ne sont pas hormonosensibles, on ne peut pas leur donner de traitement anti-hormonal. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt des autres thérapies. Et la plupart des thérapies actuelles, même les thérapies ciblées, ne peuvent s'instaurer qu'avec de la chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que ces patientes, les tumeurs triple négatives ou les tumeurs HER2 amplifiées, vont avoir quasi systématiquement, sauf cas particuliers et discussions au cas par cas, de la chimiothérapie. D'accord, c'est bien clair et on sent que maintenant la médecine connaît bien ce type de cancer et la prise en charge est de plus en plus adéquate en fonction de chaque cancer. Et puis surtout, je dirais au cas par cas. Au cas par cas, bien entendu. On voit patiente par patiente. Exactement. Et on ne fait pas que des arbres diagnostiques en disant on rentre dans tel cas, on va avoir tel traitement. C'est une femme, un adapté. cancer du sein. Ouais. Une fois que la chirurgie est passée, que ces traitements sont passés, il y a l'après, avec la reconstruction mammaire. Ou pas. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer quand est-ce que vient l'après ? Alors d'abord, je dirais qu'il y a quand même des indications limitées d'enlever le sein. Finalement, c'est des tumeurs, soit des tumeurs en fait avec des microcalcifications étendues, on en a parlé tout à l'heure, des carcinomes in situ qui peuvent être très étendus dans le sein, soit des tumeurs qu'on appelle multicentriques, c'est-à-dire avec plusieurs tumeurs à des endroits différents du sein, qui fait que finalement, on peut considérer que c'est tout l'organe qui est malade, donc on est obligé de l'enlever, ou des tumeurs très volumineuses qui ne répondent pas, par exemple, à la chimiothérapie. Donc ça, c'est les indications de mastectomie. Donc la mastectomie, aujourd'hui, on enlève le sein, on n'enlève plus le muscle en dessous. Souvent, les patients posent la question, c'est vrai, ça se faisait avant, mais aujourd'hui, on enlève juste la glande mammaire. Et alors, la reconstruction peut se discuter à deux moments, finalement. On peut faire soit une reconstruction, ce qu'on appelle immédiate, c'est-à-dire qu'au moment de la chirurgie d'exérèse du sein, on peut faire une reconstruction dans le même temps, soit une reconstruction qu'on va appeler secondaire, c'est-à-dire après, finalement, la fin des traitements, on va décider de reconstruire le sein. C'est vrai qu'historiquement, il y avait des contre-indications de la reconstruction, ce qu'on appelait immédiate. C'est-à-dire qu'on disait que les patientes qui vont avoir après soit une radiothérapie, soit une chimiothérapie, et bien finalement, on ne leur proposait pas de reconstruction mammaire immédiate. C'est des choses qui sont en train de pas mal changer aussi dans les nouvelles recommandations de l'INCa qui sont sorties l'année dernière. Il a bien été précisé que la radiothérapie ou la chimiothérapie, ce n'était pas des contre-indications du tout à la reconstruction mammaire immédiate et qu'il fallait pouvoir proposer à quasiment toutes les patientes, finalement, une reconstruction mammaire immédiate. Certaines choisissent de ne pas le faire dans le même temps. Elles disent, moi, je préfère soigner le cancer et puis on le fera plus tard. Mais il faut que ce soit proposé à quasiment tout le monde. Il reste quand même quelques contre-indications, je dirais, de la reconstruction mammaire immédiate, qui sont les patientes qui fument beaucoup, parce qu'il y a vraiment des difficultés de cicatrisation. Et donc, ça retarde les traitements. Si vous voulez, l'idée, c'est quand même de ne pas retarder la prise en charge médicale. Pour le côté esthétique, même s'il est capital, mais il ne faut pas retarder la prise en charge médicale, qui permet quand même de sauver la patiente. Et surtout, certaines patientes qui sont très obèses, c'est surtout pour un problème de volume de sein et qu'on n'a pas les prothèses adaptées ou les lambeaux adaptés. Ensuite, pour les techniques de reconstruction mammaire, il y a en fait deux grands types de techniques, je dirais. Il y a les prothèses mammaires. Donc, à la place du sein, on met finalement une prothèse. Et il y a les techniques, ce qu'on appelle de lambeaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller prélever à différents endroits du corps un muscle avec ce qu'on appelle la palette cutanée, c'est-à-dire la peau qui va être en regard, pour finalement apporter de la peau saine au niveau du sein. Donc il y a différents types de lambeaux. On peut prendre un lambeau au niveau du grand dorsal, donc c'est en arrière dans le dos qu'on va ramener devant. On peut prendre des lambeaux au niveau du ventre, on peut même prendre des lambeaux au niveau de la jambe. Avec différents types de chirurgie, c'est plus ou moins compliqué. Quand on prend un lambeau, je dirais, de proximité, finalement on garde les vaisseaux. Et on n'a pas besoin de refaire de sutures au niveau des vaisseaux. Quand on prend un lambeau plus loin, il va falloir refaire des sutures qui sont des sutures très petites et qui parfois sont à risque de ne pas bien marcher pour pouvoir finalement remettre cette partie au niveau du sein alors qu'elle vient d'ailleurs. Alors on va passer à la dernière partie, parce que malheureusement, nous n'avons qu'une vingtaine de minutes. Docteur Chéreau, la prévention. À partir de quand doit-on faire une mammographie ? À partir de quand elle devient obligatoire d'être faite et quand est-ce que cela doit nous alerter, même si nous n'avons pas l'âge requis, de nous diriger vers notre gynécologue qui nous prescrira une mammographie.
Alors, je dirais qu'il y a 2 volets dans la prévention. Il y a d'abord quand même l'autopalpation qui me paraît capitale, c'est-à-dire qu'il faut que les patientes apprennent à examiner leur sein parce que on se connaît jamais mieux, aussi bien que soi-même finalement. Donc, nous, on va voir plus facilement, enfin, la patiente va voir plus facilement s'il y a une anomalie, une modification de forme, de couleur, un ganglion qui apparaît, le mamelon qui part un peu à droite, à gauche, tout ça. Il faut vraiment apprendre à faire l'autopalpation. C'est très important parce que ça peut vraiment faire des dépistages et puis sauver des vies. Ensuite, il y a le dépistage qu'on appelle organisé. On a quand même la chance en France d'avoir une prise en charge pour un dépistage systématique organisé pour le cancer du sein. Donc, c'est à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 74 ans. C'est tous les 2 ans par une mammographie. Et il me paraît. Donc, normalement, les patientes sont convoquées automatiquement selon les régions par différents types d'organismes. Ici, ça s'appelle Arcade à Marseille. Et donc, les patientes sont convoquées tous les 2 ans. C'est un autre avantage, c'est que le dépistage organisé, les mammographies sont lues 2 fois. Et ça, les patientes ne le savent pas assez. C'est-à-dire que la mammographie est faite une première fois et puis va être relue dans un réseau de radiologues experts. Et donc, vous avez la chance d'avoir gratuitement en plus une mammographie qui va être lue par 2 radiologues. Donc c'est vraiment une vraie chance de dépistage et finalement c'est mieux d'aller aux mammographies du dépistage organisé parce que votre mammographie elle sera lue 2 fois que d'aller un peu à la sauvage, je dirais, faire des mammographies quand tout à coup vous avez un stress ou que vous dites tiens j'y ai pas été depuis longtemps. Vaut mieux attendre la convocation parce que encore une fois cette mammographie elle sera vue 2 fois. Ensuite, il y a quand même des situations particulières chez les patientes qui ont des histoires familiales où on peut commencer les mammographies avant l'âge de 50 ans. Mais dans ce cas, il faut se référer à votre gynécologue qui va vous expliquer, dans votre cas à vous, particulier, est-ce qu'il y a une indication à faire un examen avant. Il y a aussi souvent les patientes qui sont dans les parcours de procréation médicalement assistée, à qui on va faire, par exemple, pas mal d'injections hormonales. C'est vrai que c'est bien souvent de vérifier avant qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des seins. Enfin, voilà, il y a quelques situations particulières où il faut prendre des précautions. Mais sinon, le dépistage organisé, c'est de 50 à 74 ans. Et je vous explique quand même pourquoi, rapidement. C'est parce qu'on sait que c'est là où ça a le plus de bénéfices, si vous voulez, où il y a le moins de faux positifs ou de faux négatifs, si vous voulez. C'est-à-dire que si on fait des mammographies à partir de l'âge de 35 ans à tout le monde, eh ben, à 35 ans, les femmes, elles ont des seins qui sont souvent mastosiques, souvent remaniés, il y a les grossesses, il y a les hormones, et donc on va trouver pas mal de choses, finalement, qui vont générer de l'angoisse, générer des biopsies, générer une surveillance qui ne permet pas de dépister grand-chose, au final, quand on fait le bilan. Et après 75 ans, on sait aussi que s'il y a quelque chose qui apparaît, les seins sont tellement, ce qu'on appelle involués, sinon c'est quasiment plus que du gras. Finalement, la boule, elle va être palpée très vite. Donc, c'est pour ça que ces patientes-là sortent du dépistage, soit parce qu'elles sont trop jeunes, avec trop de faux positifs, soit parce que finalement, le dépistage est facile chez les patientes plus âgées. Docteur Chéreau, merci beaucoup de toutes ces informations. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission sur la prise en charge du cancer du sein avec notre ancienne patiente. Et vous verrez tout ça dans l'émission suivante. Docteur Chéreau, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.